Qu'est-ce que c'est que la qualification? La qualification, c'est dans une hiérarchie, par exemple, de 1 à 4. Je prends la proposition de la CGT d'une hiérarchie de 1 à 4, qui correspond, disons, aux conventions collectives les plus réellement négociées. Dès que les conventions collectives sont réellement négociées, on voit se réduire la hiérarchie, la qualification de poste. À partir du moment où il y a une absence de possibilité d'intervention syndicale, on voit très rapidement la hiérarchie des qualifications et des salaires qui explosent. Donc dans une hiérarchie de 1 à 4, avec un salaire qui démarre à 2000, le niveau 1 de qualification c'est 2000 euros. Donc le niveau 4 démarre à 6000 et se termine à 8000. Donc nous avons une hiérarchie des salaires qui va de 2000 à 8000 euros. Pourquoi ça et non pas un salaire unique? C'est-à-dire 4500 euros pour tous. Par mois, pour ceux qui poseraient des questions. Parce que je pense que faire la révolution, c'est tirer tout le possible d'un existant. Je ne vois pas pour le moment d'anticipation d'un salaire unique pour tous. Je ne le vois pas. Ce que je vois comme anticipation, pour le moment la plus émancipatrice, c'est une hiérarchie qui va de 1 à 4, avec des salaires qui ne peuvent pas excéder 4 000 euros par mois, bien sûr. Et qui ne peuvent pas être inférieurs à 2 000 euros par mois. Maintenant, on verra en marchant. À partir du moment où nous aurons une délibération, où le salaire sera devenu un attribut politique, nous sommes bien d'accord. Qu'est-ce que c'est qu'un attribut politique? C'est quelque chose qui est lié à la personne de façon irrévocable. Le droit de vote, la majorité, enfin, etc. À partir du moment où le salaire est un attribut politique, il est lié à la personne de façon irrévocable. Notre citoyenneté s'enrichit considérablement, d'autant que je n'ai pas eu le temps de traiter toute autre dimension de la cotisation, mais ça, il faudrait me faire revenir, qui est ce que nous offre le financement par cotisation d'expériences réussies du fait que si nous voulons financer du long terme, il ne faut surtout pas accumuler de l'épargne. Ce sont les pays qui financent sans aucune épargne des pensions, qui ont le meilleur taux de remplacement et le plus fort pourcentage de pensionnés parmi les plus de 60 ans. Il n'y a pas photo. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette expérience dont nous ne parlons pas suffisamment? Qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Que pour financer le long terme qu'est l'investissement, qui est d'ailleurs du moins long terme que la retraite. L'engagement des pensions, on cotise à 20 ans, on est encore retraité à 90, en tout cas c'est son souhaiteuse. Donc c'est des engagements sur 70 ans. Un investissement, ça s'amortit en 5 ans comptablement, et puis s'il faut de longue recherche développement, on va ajouter dans des cas vraiment extrêmes 25 ans. Donc pour financer du moins long terme que les retraites, a fortiori, il ne faut surtout pas accumuler d'épargne. Donc nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin quand nous allons faire la révolution, parce que nous sommes un peuple debout, et qu'un peuple debout, qui est de plus en plus riche par ailleurs, ne va pas indéfiniment faire le dos rond. C'est évident. Donc, lorsque nous allons engager ces changements révolutionnaires, d'une part, d'attribuer à tous un salaire à vie, d'autre part, de supprimer le droit de propriété lucrative, qui est l'autre institution centrale du capitalisme, l'emploi, le droit de propriété lucrative, qui permet aux titulaires de titres financiers de ponctionner une partie de la valeur. Pas une petite partie, 40%. Sur les 2000 milliards que nous produisons, il y en a quand même 800 milliards qui vont au profit au titre du droit de propriété lucrative. Quand nous allons supprimer cela, non pas taxer les profits, ce qui est légitime. Si vous taxez les profits pour financer la Sécu, ça est légitime. Ah ben s'il y a moins de profits, il y a moins de sous pour la Sécu, c'est emmerdant. On va se retrouver comme les salariés anglais qui ont fait des manifs contre les sanctions prises contre le British Petroleum à propos de la marée noire. Parce que l'avenir de leur retraite repose sur la bonne santé du British Petroleum, bonne santé financière, économique, ça, j'entends tout à fait.
Donc, évidemment, pas taxer les profits, ce qui est totalement absurde, qui est complètement contradictoire avec toute la tradition syndicale, qui a toujours financé les pensions par du salaire socialisé, non pas par une taxe sur les profits, et qui surtout d'autant plus que le salaire, c'est quand même la meilleure taxe sur le profit que je connaisse, je ne connais pas de bien meilleur que ça. Donc, non pas taxer le profit, mais le supprimer. Mais c'est pareil, est-ce que nous voulons être révolutionnaires? C'est-à-dire, est-ce que nous voulons assumer le neuf déjà là? On n'est pas révolutionnaire au nom d'idéal, on n'est pas révolutionnaire au nom de valeur, on est révolutionnaire au nom d'un oui au réel. Voilà. C'est la question que je me pose tous les matins en rasant. À quoi du réel je dis oui? Je suis un homme du oui. C'est pour ça que je suis joyeux et infatigable. Mes non sont consécutifs à mon oui fondamental. Et le oui, c'est oui au salaire à vie des retraités que nous allons prolonger dans ce salaire à vie pour tous. Oui à la cotisation sociale que nous allons prolonger dans une cotisation économique qui remplacera le droit de propriété lucrative. Les caisses d'investissement récupéreront 30% du PIB, pas simplement les 20% que les marchés financiers nous concèdent. Ils n'investissent que 400 milliards des 800 milliards qu'ils nous piquent. Non pas les 20% qu'ils nous concèdent, les 20% de 2000 milliards, le PIB est à 2000, d'accord? 30%, 600 milliards. Comment nous allons faire? Comme pour la retraite, comme pour la maladie. Nous allons le ponctionner au nom du salaire socialisé. Ça va être un troisième étage du salaire. Premier étage, le salaire direct. Deuxième étage, la cotisation sociale. Troisième étage, la cotisation économique. Ce sera une portion du salaire qui financera l'investissement. Parce que c'est nous qui produisons, c'est nous qui décidons, c'est nous qui devons maîtriser l'investissement et nous le pouvons. Puisque nous avons l'expérience réussie depuis 60 ans que c'est quand on ne fait pas d'accumulation financière, c'est quand on ne passe pas pour le droit de propriété lucrative que l'on peut assumer des dépenses de long terme. Nous allons bien sûr, parce que nous sommes un peuple debout, décider de financer l'investissement par une cotisation économique qui ira des caisses d'investissement qui, comme les caisses de sécu, financeront l'investissement sans aucun taux d'intérêt, puisque il n'y aura plus d'appropriation privée de la valeur. Ah mais oui, les capitaux vont partir. Mais qu'ils s'en aillent. Avec quoi est-ce qu'ils vont partir? Avec des valises remplies de 800 milliards en billets? Avec des petits congélateurs à valeur remplis de 800 milliards de titres financiers? Qu'est-ce que c'est que ça? Pas du tout. Ils partiront avec des bouts de papier qui ne vaudront rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne partent pas, les bougres. On voudrait bien qu'ils s'en aillent, mais ils ne veulent pas, parce qu'ils savent bien, eux, contrairement à ce que nous croyons, que leurs titres ne valent que ce qu'ils nous permettent de piquer sur notre travail. Ils le savent très bien que sans notre travail, leurs titres ne valent rien. C'est pour cela que lorsque la bulle s'est dégonflée, et que la monnaie virtuelle, qui est un oxymore, la monnaie virtuelle, le seul mot important dedans, c'est virtuel. C'est évidemment pas de la monnaie. On s'en aperçoit à chaque dégonflement de bulle. La finance ne peut créer aucune monnaie. La finance ne représente aucune valeur. Seul le travail crée de la valeur. Seul le travail peut fonder de la monnaie. Lorsque donc la monnaie virtuelle par laquelle les capitaux se mettaient en valeur de façon insensée, brusquement s'effondre, et elle a vocation à s'effondrer régulièrement et de plus en plus vite et de plus en plus fort, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des valets politiques, socialistes ou UMP, pour aller vite à la Banque centrale, sauver les actionnaires par une création monétaire de 3 000 milliards d'euros. Et pour que ce ne soit pas de la monnaie de singe, il faut que ces 3 000 milliards d'euros soient gagés sur notre travail. Et c'est pour cela que nous sommes partis pour l'austérité pour un bon bout de temps. Quand est-ce qu'on va en finir? Donc, lorsque nous... Quand est-ce qu'on va en finir alors que nous le pouvons? J'insiste sur ce point. On parle toujours du CNR. Être fidèle au Conseil national de la résistance,
C'est pas crier CNR en s'agissant sur des tabourets comme des cabris. Être fidèle au Conseil national de la résistance, c'est faire pareil. C'est faire pareil. Or, qu'est-ce qu'a fait le Conseil national de la résistance? Regardez les caisses de sécurité sociale de 1945. Après, il y aura des élections en 47, en 50, ça va changer. Mais en 45, quand l'institution se met en place, moi j'ai vu passer professionnellement beaucoup de monographies sur ces caisses. Qui est salarié de ces caisses, qui perçoit les cotisations et les transforme en prestations? Qui est administrateur de ces caisses, qui décide de la politique des caisses? Les salariés et les administrateurs des caisses d'assurance sociale de 1930. Le Sénat n'a pas fait table rase du passé, et n'étant rien serait devenu tout. Le CNR a été révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il a su lire ce qu'il y avait de subversif dans une institution comme les assurances sociales et le porter plus loin dans la sécurité sociale. C'est ça faire la révolution. C'est voir l'émancipateur déjà là et le porter plus loin. C'est voir que le salaire à vie des retraités peut être porté plus loin dans un salaire à vie pour tous. C'est voir que la cotisation sociale peut être portée plus loin dans une cotisation économique. Mais ça suppose, voyez, dans nos représentations, d'en finir avec le misérabilisme, d'en finir avec le tout camp, d'en finir avec demain sera pire qu'aujourd'hui. Lorsque donc nous maîtriserons l'investissement, parce que l'investissement sera un élément socialisé du salaire, dans des caisses d'investissement dont nous participons à la gestion, lorsque nous aurons un salaire à vie qui nous rendra invulnérables au chantage à l'emploi, nous aurons une citoyenneté complètement enrichie, qui ne sera plus réduite à cette citoyenneté électorale. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, elle n'a plus prise sur grand-chose. Nous l'aurons enrichie en faisant de l'économie un élément central de la politique. À ce moment-là, les choses vont se poser tout à fait autrement. La qualification des personnes va non plus être fonction de la hiérarchie de la mise en valeur de capitaux. Cette hiérarchie, nous allons la fonder sur d'autres éléments. Lesquels? Mais faisons d'abord le pas, s'il vous plaît. Toutes les questions sont légitimes dès lors qu'elles sont posées par ceux qui sont déterminés à faire le pas qui est de notre portée. Faisons le pas, et je parie que notre délibération collective, qui démarrera à 4 niveaux de qualification, passera ensuite à 3, on verra, on ne peut pas savoir, tout ça ne se programme pas à ce point. Mais ça paraît tout à fait cohérent avec ce que nous expérimentons déjà dans la négociation collective. Mais sûrement pas un revenu minimum à 1200 € par mois, qui n'est jamais que l'expression de notre discours de la défaite aujourd'hui. Encore une fois, un calcul de coin de table nous dit qu'en 2020, pas tout de suite, hein, mais en 2020, nous pouvons être un salaire moyen de 4500 € par mois. Donc, si vous me dites un revenu pour tous de 4000 €, 4500 €, ok. En dessous, je suis contre. Pourquoi est-ce que je suis contre? Parce que nous avons l'expérience avec l'intéressement du SMIC, du RMI par exemple. Depuis qu'on peut cumuler le RMI et du salaire, ça a donné quoi? Ça a donné jusqu'à ce scandale du RSA, hein, d'accord, le RSA est fils du RMI. Hein. Ça a donné quoi? Si quelqu'un a de toute façon 600-700 € par mois, son patron va quand même pas le payer en plus. C'est quand même bien ça qui se passe. S'il a 1200 € par mois, il dirait, écoute, tu as déjà 1200 € par mois. C'est-à-dire que vous allez au contraire accentuer l'arbitraire des marchés du travail, alors qu'il s'agit de le supprimer. Donc tout dispositif qui repose sur 2 chèques, le chèque du forfait fiscal pour tous, plus le chèque de l'emploi,
c'est un dispositif à condamner idéologiquement, sévèrement, qui progressivement se substituera au salaire versé par l'employeur même. On va y aller comme ça progressivement. En commençant par les plus jeunes, je pense, pour bien les associer à la dynamique de la chose. Et progressivement ainsi, 50% de la valeur ajoutée, je crois que c'est ce qu'il faut à peu près, ira à des caisses de salaire qui financeront le salaire, qui sera mutualisé. Nous allons étendre la logique de la cotisation au salaire direct aussi. On va l'étendre à l'investissement, d'accord? Mais aussi au salaire direct. Pourquoi est-ce que nous sommes sûrs d'être pris en charge en cas de maladie? Mais parce que ça relève d'un salaire socialisé. C'était notre employeur qui prenait en charge nos opérations du cœur. Et si vous êtes dans une PME, vous pouvez vous brosser. Hein. Heureusement que c'est du salaire socialisé. C'est ça qui garantit la sûreté du versement. De même, pour garantir la sûreté des salaires directs, il ne faut plus qu'ils dépendent de l'entreprise. Ben, si l'entreprise bat de l'aile, alors les salaires vont battre de l'aile? Sûrement pas. Il faut qu'il y ait une cotisation salaire qui, sur le modèle de la cotisation sociale, il y a des caisses de salaire qui versent le salaire. Vous voyez comment nous allons libérer les chefs d'entreprise de leur fonction d'employeur? Et bien sûr, prenez un type qui est passionné, ou une femme, on va prendre une femme, parce qu'il peut toujours se des types dans nos exemples. Prenons une femme qui est passionnée par un produit nouveau, et qui aujourd'hui, la seule possibilité qu'elle a, c'est d'embaucher du monde, 12 personnes. Ce produit n'a pas trouvé son marché encore. Il y a un moment où elle se pose la question, qui je licencie? Vous savez, à part quelques salauds, ça ne les intéresse pas, les employeurs, de se poser la question. Qui je licencie? D'autant que s'ils en licencient 4, sur les 12, son produit pourra plus être produit. Tout ce qui constitue sa dynamique d'existence est mis en cause. Nous allons la libérer de cette fonction d'employeur. C'est pas elle qui payera ses 12 salariés. Elle n'aura plus de salariés. Il faudra qu'elle soit assez attractive pour convaincre 12 personnes de venir chez elle. Et à partir de ce moment-là, elle n'a pas à les payer. Elle a versé sur sa valeur ajoutée 50% à une cotisation salaire qui, mutualisant les valeurs ajoutées entre les boîtes qui sont extrêmement florissantes et celles qui sont en difficulté, assurera la sécurité des salaires pour tous.